La fille de l'homme d'affaires veuf ne mangeait plus depuis 2 semaines jusqu'à l'arrivée de la nouvelle employée. Elle était assise à la fenêtre, comme une petite statue, la main posée sur le rebord, le regard perdu dans le jardin qui, autrefois, avait été pour elle un terrain de découverte. Maintenant, les fleurs semblaient trop vives, le chant des oiseaux trop joyeux pour être supporté. Gabrielle avait 9 ans, ses joues avaient perdu leur rondeur, ses cheveux pendaient, lisses et ternes. Quand on posait une cuillère près de ses lèvres, elle reculait comme si la nourriture pouvait blesser. Les médecins avaient parlé en mots prudents. Le chagrin bloque l'appétit, la petite a besoin de temps, nous faisons de notre mieux. Mais le temps, pour Eduardo, n'était pas du même métal que celui des spécialistes. Il était un homme qui avait l'habitude de régler des horloges, des contrats, des réunions, des décisions chiffrées. Face au silence obstiné de sa fille, il se heurtait à une autre réalité, faite d'absence et d'impuissance. Eduardo passait ses journées entre le bureau et la chambre de sa fille. Les murs de la maison, impeccables et froids, respiraient l'ordre d'une vie organisée. Mais l'ordre ne rendait pas les repas. Il avait écarté un à un les conseils entendus, nutritionniste, psychologue, directrice de l'école. Chacun lui avait dit la même chose avec des mots différents et chacun avait renvoyé la même lourde conséquence, il fallait plus qu'une ordonnance. Il fallait de la présence, il fallait du temps, il fallait une patience dont il ignorait presque la forme. Béatrice, la mère d'Eduardo, habitait la même maison comme une ombre de marbre. Elle arrivait les matins avec des robes strictes, l'air d'une femme convaincue que les règles tiennent le monde droit. Son comportement était fait d'exigence et d'une foi tranquille dans la réputation. Pour elle, la santé de la famille passait par le maintien des apparences et des bonnes manières. Fernanda, la sœur d'Eduardo par alliance, était plus vive, plus pointue. Elle avait l'œil sur chaque mouvement et la langue acérée pour commenter ce qui leur semblait, à ses yeux, irrégulier. Elle voyait l'affaire comme une tâche à régler avec détermination. Si la petite cessait de manger, il fallait comprendre qui menait cette chute et, si nécessaire, éloigner toute influence déstabilisante. Ce matin-là, les rayons du soleil filtraient à peine. Le jardin sentait la terre mouillée et les dernières pluies. Une tasse de lait tiède fumait sur une petite table, attendait seule que quelqu'un l'approche. Eduardo sentait la culpabilité là où on aurait dit qu'il avait posé son cœur en morceaux, entre les factures, les contacts, les plans. Il se demandait souvent si, en travaillant tant, il n'avait pas perdu le fil qui reliait une présence à une autre. Sa femme était partie 1 an plus tôt, et depuis, la maison avait continué de suivre ses ordres invisibles, comme si la vie domestique pouvait tenir sur des listes et des consignes. Mais au contact d'un enfant en deuil, ces listes semblaient ridicules. On frappa à la porte ce jour-là. La pluie revenait, fine, comme si le ciel hésitait. La femme qui se présenta tenait un parapluie et une besace usée. Elle avait dans le visage la douceur de celles qui ont connu la douleur et l'ont portée, sans qu'elle ne les rende amères. Elle s'appelait Claudia. Elle avait dit, avec un accent qui révélait des terres lointaines, « Je peux aider, je sais prendre soin ». On aurait appris plus tard qu'elle avait perdu une fille il y a quelques années et que ce manque l'avait rendue attentive au silence des autres. Elle ne parlait pas beaucoup de ce qu'elle avait perdu. Quand elle en parlait, ses mots étaient courts, comme des gestes posés avec précaution. Béatrice accepta, d'un ton calculé, parce qu'il fallait du personnel, parce qu'un emploi devait être occupé et parce qu'une nouvelle figure pouvait rendre à la maison une illusion de normalité. Eduardo, lui, hésita une seconde de trop, puis se résigna. Il ne savait pas que cette tentative, simple et presque commode sur le papier, allait devenir le pivot de sa vie familiale. Claudia entra sous la pluie et le parfum de la terre mouillée la suivit comme une signature. Elle passa sa main sur la rambarde du jardin comme pour se raccrocher à quelque chose de vivant. Elle observa la petite silhouette à la fenêtre et son regard se fit plus doux, comme quand on reconnaît un visage que le chagrin a modelé de la même main qu'un autre chagrin. Elle n'était pas venue avec des solutions toutes faites. Elle avait apporté des objets modestes, une boîte de biscuits à la cannelle, un torchon propre et une patience qui semblait plus ancienne que la mode des remèdes rapides. Le premier contact eut lieu dans le jardin. Gabrielle se tenait à l'ombre d'un arbuste, mais quand Claudia posa la boîte près d'elle, la fente du couvercle exhala une odeur qui traversa la pluie, une odeur chaude et réconfortante. Cannelle, sucre, un parfum de cuisine d'autrefois.
La petite leva les yeux comme si la mémoire de quelque ancien bonheur se révélait, un mirage fragile dans ce nuage d'arômes. Claudia parla doucement. « J'ai un biscuit à la cannelle, dit-elle, et du lait chaud, juste un peu pour commencer. » Sa voix n'attira pas la foule, elle n'appelait pas à l'héroïsme, elle proposait un geste simple. Eduardo les regarda de la fenêtre, la tasse oubliée dans sa main. Il sentit une légère hésitation, comme si tout son monde pouvait basculer par l'effet d'une mendicité minuscule. Laisser une étrangère approcher sa fille, permettre qu'une autre main effleure ce qu'il restait de son foyer. La fillette prit d'abord le biscuit entre les doigts. Elle le serra comme on tient un objet précieux, puis porta le biscuit à sa bouche. Ce fut presque imperceptible, mais le bruit fut plus fort dans la maison que n'importe quel battement de porte. Elle mordit. Ses lèvres retrouvèrent le mouvement oublié. Elle prit ensuite le gobelet de lait. Un petit robinet de chaleur traversa ses mains. Elle but. Ce fut un tout petit souffle d'abord, comme une brise qui traverse un rideau. Mais il y eut du lait sur ses lèvres, et, après, un timide sourire. Eduardo retenait sa respiration. Les deux femmes, la mère de substitution et la grand-mère, se faisaient face sans le savoir. L'une tenait dans ses doigts l'ensemble du futur, l'autre mesurait le risque d'un changement de rôle. Ce petit geste allait tout changer. 3 jours plus tard, le même rituel s'était installé. Chaque matin, avant que le soleil ne rende la maison trop éclatante, Claudia préparait des biscuits encore tièdes et du lait que l'on pouvait tenir dans la paume. Elle s'asseyait près de Gabriel, comme si elle plaçait une vieille photo entre elles. Doucement, sans précipitation. Elle chantonnait parfois des paroles de berceuse, des mots qui semblaient venus d'une campagne lointaine. Les oiseaux, dans le jardin, accompagnaient comme une chorale discrète. Une main sur la tête, un doigt qui caressait la tempe, puis la joue. Des gestes minimes, répétés jusqu'à devenir un fil. Chaque progression était minime mais décisive. D'abord le gorgé, puis la demi-cuillère, puis le biscuit entier. Une deuxième assiette complète eut lieu au bout d'1 semaine. Les médecins notèrent l'amélioration sans triomphalisme, les spécialistes restèrent prudents. La routine, le lien affectif, la sécurité, dirent-ils. Et Eduardo prit ces mots dans ses mains comme on conduit un conseil à travers un flambeau. Il regardait sa fille retrouver l'appétit avec une révérence nouvelle. Il mesurait chaque bouchée comme un petit miracle domestique, un contrat signé entre mains qui se tiennent. Pour Claudia, ces actes étaient naturels. Pour elle, nourrir n'était pas seulement fournir des calories, c'était rendre un rituel humain, rappeler une enfance à la petite fille, restituer des images que la douleur avait effacées. Elle partageait parfois une histoire de la campagne, une anecdote sur un pommier dans le terrain de sa terre natale, et Gabriel écoutait. Elle recommença à parler des choses banales, l'école, la maîtresse, la couleur des robes de poupée. Les mots revenaient comme des pas retrouvés. Mais la maison n'était pas seulement un lieu de guérison. Elle était aussi un espace social, où des règles invisibles gouvernaient les visages et les conversations. Béatrice observa ces changements comme on examine une tache sur un tableau précieux. Elle sentit la nouvelle présence comme une brèche dans l'ordre. Pour elle, l'affection que Claudia tissait avec Gabriel n'était pas seulement une bonne chose. Elle était une anomalie qui pouvait menacer la place et l'influence de la famille. Fernanda, plus rapide à juger, souffla des insinuations comme on jette du sel dans une soupe. « Il faut pourtant savoir qui est cette femme, dit-elle à voix basse, et d'où vient son attention si soudaine. » Les voisins, toujours prompts à commenter, commencèrent à se demander qui tenait la main de la petite. La jalousie prit la forme de précaution. On limita l'accès au jardin. On réduisit les instants où Claudia pouvait rester seule avec la fillette. Béatrice multiplia les petites remarques sur la manière de tenir les fourchettes, sur la nécessité d'enseigner la discipline. Chaque mot glissait comme un petit couteau, pas pour blesser mortellement, mais pour rappeler qu'elle était la gardienne du patrimoine, la dame de la maison. Pourtant, chaque geste de Claudia revenait, patient et sans bruit, comme le retour d'un feu qui ne brûle pas, mais qui réchauffe. Gabrielle, protégée par ses rituels, reprenait des couleurs. Elle avait même recommencé à jouer au pied du grand chêne, laissant une traînée de miettes qui semblait marquer un territoire retrouvé. Eduardo sentit renaître une tendresse dont il ignorait l'intensité.
Il se surprit à s'asseoir plus tard pour écouter la petite lire un livre à voix haute, à la regarder se perdre dans de dessins comiques. Il mesurait, sous sa veste d'homme d'affaires, une fragilité nouvelle, celle de comprendre que certaines batailles ne se gagnent pas avec des contrats, mais avec des biscuits à la cannelle. Un jour, dans l'intimité d'un couloir, Béatrice prit la main de Fernanda. Son regard était sans pitié. « Si cette femme gagne la confiance de tous, qui reste-t-il pour nous ?» murmura-t-elle, et ses mots portaient plus loin qu'elle ne le croyait. Elles commencèrent à échafauder une défense, non contre la souffrance de la fillette, mais contre la perte de leur place. Elles parlèrent moins d'amour de la familia que d'ordres et de prestige. La peur de perdre le contrôle prit la forme d'une stratégie. Elles observaient Claudia. Elles la voyaient aller et venir avec son linge, ses gestes simples. Elles notaient sa générosité. Et elles eurent un mouvement étrange. Au lieu de se laisser toucher par ce don, elles imaginèrent un moyen de l'endiguer. Leurs raisons n'étaient pas toutes mauvaises. Elles avaient la peur sincère que la réputation de la famille soit remise en question. On chuchotait, les gens parlaient, et une rumeur mal placée pouvait devenir une fissure dans les alliances sociales. Mais au lieu d'ouvrir leur cœur aux soins, elles décidèrent d'agir. À l'ombre de leur salon, elles dessinèrent un plan. Elles allaient provoquer une situation qui, aux yeux de tous, rendrait Claudia suspecte. Elles choisirent une tactique ancienne et cruelle dans sa simplicité. Laisser des preuves. Un petit paquet d'argent, assez pour effrayer, pas trop pour ruiner, glissé avec intention dans un sac. Un témoin silencieux et une accusation rapide. Ces rituels, modestes, constituaient un tissage silencieux entre deux femmes qui partageaient, invisiblement, une blessure. Mais l'ombre des préparatifs de Béatrice et Fernanda grandissait. Elles avaient disposé l'argent, elles avaient choisi la date. Elles attendaient l'erreur, le moment où une poche mal fermée, un sac laissé sans garde, pourrait basculer la réputation. Leur colère n'était pas entièrement mauvaise. Elles craignaient la perte d'une position durement gagnée, l'idée que l'amour de substitution puisse, en quelques gestes, effacer un héritage de gestes appris. C'était une peur ancrée dans leur histoire, la peur d'être dépassée. Le plan, cependant, dépassait et transformait cette peur en acte. La maison, pendant ce temps, continuait de respirer. Une tasse de lait tiède attendait sur une petite table, comme si elle gardait un secret. Les biscuits à la cannelle attendaient d'être mangés. Les oiseaux, eux, ne comprenaient rien aux arrangements humains. Leur chant restait entêtant, plein d'une vie qui ne se plie pas aux enjeux des salons. Gabrielle, malgré tout, reprenait des forces. Sa voix revenait, parfois, pour répondre à une question simple. Elle aimait dessiner maintenant. Elle dessinait souvent une grande main protectrice et, dans un coin, un cercle de fleurs. Ces petites images étaient des indices plus fidèles que n'importe quel discours sur la direction que prenait la maison. Quelque chose se reconstruisait, lentement, au creux d'un geste. La pluie revint, légère, la veille du jour choisi par Béatrice. On ne dirait pas que la vie d'une personne tient à une stratégie élaborée, mais parfois c'est le cas. Les pièces du plan étaient en place. Elles n'avaient plus qu'à pousser une porte au bon moment pour que la mécanique de la honte s'enclenche. Fernanda rangea l'enveloppe d'argent dans le sac qu'elle préparait, le cœur battant plus fort que le raisonnable. Béatrice regarda à travers la fenêtre le jardin que la petite aimait. Elle sourit, mais ce sourire ne se dirigeait pas vers la fillette. Il était d'une froideur calculée, la fermeté d'une femme décidée à protéger un ordre. À la maison, personne ne pressentait encore la tempête. Les pas de Claudia retentissaient, réguliers, sur le parquet. Elle arrangeait les draps, préparait une nouvelle boîte de biscuits. Sa silhouette modeste balayait les pièces d'une routine fidèle. Gabrielle dessinait, inconsciente du piège qui se formait et qui, bientôt, briserait la confiance retrouvée. Eduardo, de son côté, ignorait l'enveloppe placée dans un sac, ignorait la main qui la tiendrait un jour pour l'y glisser. Il pensait à des choses étranges pour lui, à dire merci, à nommer, à faire une place officielle dans la maison à celle qui avait rendu le sourire à sa fille. Le soir précédant le plan, tout semblait en suspens. Les oiseaux cessèrent de chanter plus tôt, la lumière se fit plus pâle, on préparait des choses invisibles. Et, dans la petite cuisine où le lait tiède refroidissait, Claudia remuait doucement une cuillère, consciente, peut-être, que ses gestes n'appartenaient qu'à offrir du réconfort. Elle ne demandait rien d'autre.
Elle ignorait que, dans une autre pièce, des mains pliaient l'argent en attente d'être utilisé comme arme. La maison se préparait à une confrontation qu'elle n'avait pas choisie, et une nuit lourde posa sa main sur les toits. Le silence, ce soir-là, était presque plus expressif que n'importe quel mot. La veille avait laissé un goût d'attente dans la maison. Les rideaux semblaient plus lourds, comme s'ils retenaient un coup de vent. Le matin se leva sans grand bruit, et pourtant tout était prêt. Verre sur la table, voisins conviés pour un thé, sourire contrôlé, voix feutrée. Béatrice avait choisi la pièce du salon qui montrait le mieux les porcelaines, et Fernanda avait disposé les serviettes comme des signes d'ordre. Elles attendaient le moment propice. Restait pour voir quel choix il fera pour sa fille. La petite réunion prit l'apparence d'une visite ordinaire, des voisines, une cousine, quelques proches triés sur le volet. Claudia, fidèle à ses tâches, glissait entre les chaises, débarrassant un plateau, ramenant une boîte de biscuits encore tiède. Elle ne comprit pas tout de suite que la conversation avait un autre dessein. Elle souriait avec la modestie d'une femme qui ne cherchait pas à attirer l'attention. Fernanda, sous prétexte d'aider, proposa de ranger le manteau de Claudia. Elle prit le sac, l'ouvrit ostensiblement, palpa quelques pochettes, puis, d'un geste qui paraissait anodin, fit glisser un petit paquet d'argent entre un mouchoir et une paire de gants. C'était rapide, presque professionnel, une main qui sait où placer une preuve. Personne dans le salon ne vit l'acte en détail, sauf Polo, le chauffeur, qui venait d'arriver par la porte de service pour déposer des paniers et qui, de l'angle de l'escalier, vit la scène. Polo remua, prit conscience du piège, mais dut retenir le souffle. Il n'était pas homme à parler dans l'instant. Il nota toutefois le visage de Fernanda, la manière dont elle glissa l'enveloppe, la tension dans ses yeux. Quelques instants plus tard, une des voisines, feignant l'indignation, déclara qu'elle avait vu l'argent tomber du sac. La voix monta d'un cran, la suspicion se répandit comme une tache d'huile. Béatrice prit la parole avec hauteur. « C'est inacceptable !» Les regards, cordiaux jusqu'à là, se tournèrent vers la femme qui travaillait dans la maison. Claudia, prise de court, ouvrit lentement le sac, ses mains tremblèrent, et l'enveloppe tomba, lente, sur la nappe. Le silence se fit, un silence dur, rapide comme un couperet. La première accusation fut un murmure, puis un chœur. « Comment peut-elle » On l'interrogea devant tout le monde, comme si la preuve muait en peine instantanément. Claudia balbutia qu'elle n'y était pour rien. Son visage se creusa. On y lisait la surprise, la honte, mais aussi la dignité d'une femme qui sait ce qu'elle est. Elle implora qu'on vérifie, que l'on attende, qu'on cherche. Les femmes du salon ne cherchèrent pas plus loin. La réputation était mise en jeu, et la peur d'un scandale l'emporta sur la modestie d'un doute. Eduardo arriva au milieu de la scène, tiré d'une réunion par un appel. Il sentait, en passant le seuil, que l'atmosphère avait basculé. Quelques regards se braquèrent sur lui. Sa mère, immobile, lui fit un signe sec. Fernanda, feignant l'inquiétude, expliqua entre deux respirations comment on avait retrouvé l'argent. Eduardo vit l'enveloppe sur la table. Un mouvement à l'intérieur de lui dit que quelque chose n'était pas à sa place. Mais l'éducation, la réserve sociale et l'habitude des apparences l'avaient longtemps rendu hésitant. Il regarda Claudia, sa main effleurant la tasse sur la table. Elle ne chercha pas à se défendre avec véhémence. Elle dit seulement, doucement, que cela lui était étranger. Béatrice prit la décision avant que l'on songeât à l'enquête. « Je suis désolé, nous ne pouvons pas garder une personne impliquée. » Les mots tombèrent et firent des blessures. On exigea qu'elle parte. Claudia, muette, rassembla ses affaires avec la lenteur de qui sait qu'on lui arrache quelque chose d'essentiel. Elle regarda une dernière fois la fillette assise à l'autre bout du salon, qui observait la scène avec des yeux arrondis, un peu comme on regarde des oiseaux frôler une fenêtre. Personne n'osa protester vraiment. Eduardo se trouva entre l'ordre imposé par sa mère et la petite silhouette qu'il aimait. Il ne sut alors que retenir un souffle. La porte de service claqua. Claudia sortit dans la pluie fine, la boîte de biscuits sous le bras, le col relevé pour protéger un visage devenu pâle. Les oiseaux dans le jardin semblaient ignorer la hâte humaine. Leur chant continuait, sans jugement. Elle marcha sous la pluie, les pas accrochant l'eau sur les dalles, et la pluie effaça ses traces comme si elle n'avait jamais été là. Dans la maison, l'odeur de cannelle se mêla au silence, comme un rappel douloureux de ce qui avait été. Le retrait de Claudia eut un effet immédiat sur la petite. Sans son rituel, sans le lait tiède qui réchauffait les mains, Gabrielle retomba dans la résistance.
Le sourire s'effaça, les progrès construits avec tant de patience s'effritèrent en quelques heures. Elle refusa désormais toute nourriture, même le lait que son père tenait encore comme un espoir. Les médecins, prudents, s'alarmaient à voix basse. La directrice de l'école appela. La fillette avait perdu connaissance à la récréation. Sa gorge se serra, on parla d'une lipothymie, due à la faim, d'une faiblesse générale. Mais pour Eduardo, ces mots n'étaient plus des données, ils étaient la mesure d'une responsabilité. Il courut à l'école. Dans la salle froide du bureau de la directrice, il trouva Gabrielle comme une fleur sans eau, regardant le monde avec un regard absent. Elle accepta à peine un gorgée d'eau. Elle secoua la tête quand on lui proposa un bouillon. Le médecin scolaire parla de risque si la situation s'aggravait. Eduardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était comme si, en un instant, s'effondrait le tableau d'une vie qu'il avait organisée pour protéger un nom et des biens. Il s'assit, prit la main de sa fille, une main qui avait si peu de force, et sentit la fragilité d'un amour que l'on croyait solide. Au même moment, Polo, le chauffeur, ne supporta plus le poids du secret. Il alla trouver Eduardo, gêné, la voix basse. Il raconta ce qu'il avait vu, la main de Fernanda, l'enveloppe glissée, le regard de Béatrice, la mise en scène. Sa confession arriva comme un coup de vent. Eduardo écouta dans un mutisme qui donnait toute sa place à la vérité. Polo n'avait pas parlé parce qu'il craignait la colère, parce qu'il avait peur pour son emploi, parce qu'il savait combien un tel aveu pouvait faire éclater une maison. Mais la directrice, la pâleur de sa fille, la culpabilité en Eduardo avaient fait naître le courage. Les pièces de l'engrenage se remirent en mouvement. Eduardo retourna chez lui avec Polo. Il marcha comme un homme qui reconstruit un chemin déjà foulé, mais en sens inverse. L'escalier craqua sous ses pas, et chaque marche avait le goût des heures perdues. Il monta vers le salon, où les invités étaient encore là, inconfortables face à une situation qu'ils avaient contribué à créer. Les visages se figèrent en le voyant entrer. Un homme moins certain de tout, mais porteur d'une décision. Il ne fit pas de scène. Il demanda la parole avec une voix basse qui s'appuyait davantage sur la fermeté que sur la colère. Il parla d'abord à sa fille, qui était entrée derrière lui et se tenait au fond de la pièce, les yeux pleins de crainte. « Gabrielle, viens ici », dit-il doucement. Elle s'approcha, cligna des paupières, il la prit dans ses bras, la laissa respirer un peu, et puis il se tourna vers les autres. « Il ne suffit pas de suivre la réputation pour défendre la vérité », déclara-t-il. « Et il ne suffit pas d'un acte spectaculaire pour condamner une personne. » Sa voix trembla, mais il la maintint. Il demanda à Polo de raconter ce qu'il avait vu. Polo, humble, répéta la scène, la montrant du doigt, expliquant la main qui glissa l'argent. Les convives se regardèrent. Certains firent les sourds, d'autres pâlirent. Béatrice sentit son masque se fissurer. Elle chercha un moyen de retourner la parole. Fernanda se renfrogna, le visage fermé. Eduardo ne cria pas, il ne fit pas de menaces non plus. Il exposa les faits, les petites vérifications. L'enveloppe venait d'un carnet de la maison, celui qu'on garde pour les dépenses au salon. La manière d'emballer la somme correspondait à une habitude qu'il avait vue chez sa mère. Il ajouta la parole de Paolo comme un témoin supplémentaire. La combinaison fit son effet. Les regards qui avaient condamné sans savoir se détournèrent. Le déni de Béatrice changea de ton, cherchant l'attaque. « Comment peux-tu croire un chauffeur ?» demanda-t-elle, sèche. Eduardo prit une décision qui, jusque-là, semblait lui avoir échappé. Il choisit la dignité de sa fille. Si la réputation exige qu'on brise quelqu'un sans preuve, alors c'est une réputation que je ne veux plus protéger, dit-il. Nous avons laissé une femme partir sur de fausses accusations. Nous avons laissé ma fille perdre le fil. Je n'accepte pas cela. Sa phrase avait la force d'un contrat dont on rompt les clauses. Béatrice s'offusqua, cria, puis se tut, comme si la colère avait déjà été écrite et qu'elle ne trouvait plus les mots. Fernanda, plus mesquine, chercha à tourner la situation en humiliation publique. Que va-t-on dire du regard des voisins? Mais le murmure social avait perdu de sa puissance quand Eduardo parla de la santé de sa fille, quand il rappela que, derrière les meubles et les porcelaines, il y avait une enfant qui avait besoin de protection. Il prit une décision pratique. Il fit appeler la maison de famille, demanda à ce que l'on fît revenir Claudia. Il voulait la regarder dans les yeux, lui offrir des excuses en public, lui demander de rester. Fernanda cracha un mot d'indignation. Béatrice se couvrit le visage d'une main, blessée dans son orgueil. Polo fut remercié d'avoir parlé.
Il pleura presque, de soulagement. La convocation se fit avec empressement. On parta à la recherche de Claudia sous la pluie, mais elle était déjà allée loin, ses pas guidés par la dignité blessée. Eduardo trouva d'abord la boîte de biscuits abandonnée sous un pont. Plus loin, près du vieux chêne, il la vit, immobile, regardant la maison au loin. Son manteau était humide, ses cheveux bouclés collant à la nuque. Son visage, à la lumière du soir, était celui d'une femme qui portait un poids qu'elle n'avait pas choisi. Il s'agenouilla. Il ne trouva pas les mots qui auraient suffi à réparer, mais il demanda pardon. « Claudia, je suis désolé, nous avons été injustes. Reviens, je t'en prie, reste avec nous, officiellement. » Elle le regarda. Ses yeux se remplirent d'une tendresse qui était à la fois surprise et mise à l'épreuve. Elle répondit sans théâtre. « Je ne veux pas de charité, je veux simplement que la petite ait la paix. Si je peux aider encore, je resterai, mais je ne veux pas être le sujet d'une bataille. » Eduardo redoubla d'humilité. Il proposa devant témoins qu'on régularise sa position. Un titre de gouvernante, un salaire, des droits clairs. Il signa mentalement un engagement. Claudia accepta avec prudence, non parce qu'elle cherchait un contrat, mais parce que son attachement à la fillette avait pris une forme protectrice qui dépassait sa réserve. Elle posa une main sur la tête de Gabriel, comme pour sceller une promesse. La maison changea progressivement de ton. Béatrice et Fernanda furent contraintes de partir, non par des injures, mais par la décision ferme d'un homme qui choisissait sa famille réelle plutôt que l'image de sa lignée. Elles quittèrent la maison en conservant le ressentiment, mais en perdant le contrôle. Le salon, dépouillé de leur présence, sembla respirer plus librement. Les voisins se taisaient, certains rouges de honte, d'autres moins prompts à juger. Le retour de Claudia ramena un lent rythme. Les biscuits revinrent sur la table, le lait tiède reprit ses rondes. Les gestes se firent rituels, la main qui caresse la tempe, la voix qui chante doucement, la présence qui ne pèse pas. Chaque matin, les oiseaux accompagnèrent ce retour silencieux, comme une réconciliation entre la nature et la maison. Les progrès de Gabriel reprirent, mais cette fois plus prudents, comme si chacun craignait la fragilité d'une bonne chose retrouvée. Les jours suivants furent consacrés à réparer ce qui avait été brisé. Eduardo confia à Claudia des responsabilités claires. Il l'écouta patiemment quand elle proposa des routines. Il la paya dignement, mais plus encore, il fit savoir à sa mère que son comportement avait porté atteinte à une vie. Béatrice, abattue, trouvait des raisons pour expliquer et justifier, mais les murs de la maison avaient entendu la décision de son fils. La souveraineté d'un foyer avait changé de camp. La directrice de l'école, après avoir été informée, s'excusa du ton alarmé. Elle accepta désormais que les soins de la maison auraient pour nom Claudia. Les médecins prudents notèrent la nécessité d'un suivi psychologique, d'une routine alimentaire, d'une présence stabilisante. Mais ils s'accordèrent aussi sur un point, le lien affectif et la sécurité avaient rendu plus que n'importe quelle prescription. Ils parlèrent de la nécessité d'un environnement sûr. Les mots techniques se perdirent. Ce qui importa fut le retour d'une main qui tenait une tasse de lait, d'un biscuit moelleux au goût de cannelle. La petite, peu à peu, retrouva le plaisir simple de croquer. D'abord une miette, puis un biscuit entier, puis un bol de compote. Elle recommença à rire, d'abord en secret, puis ouvertement. Elle redessina son monde. Le dessin d'une grande main apparut souvent, mais cette fois, la main n'était plus une menace, elle semblait offrir protection. Elle alla à l'école en sachant qu'un regard doux l'attendait chez elle. Eduardo se surprit à rester davantage, à écouter sa fille sans agenda, à la regarder jouer comme on lit une lettre d'avenir. Une soirée importante fut organisée pour sceller la nouvelle étape. On dressa une table simple, non pas pour les salons de la ville, mais pour la chaleur d'un foyer. Les voisins conviés étaient choisis autrement, ceux qui avaient aidé, ceux qui avaient vu la vérité. La nappe fut blanche, mais l'odeur de cannelle vint, comme une piqûre de mémoire, rappeler d'où l'on venait. On coupa des tranches de gâteau. La petite, fière, offrit la première à Claudia. Les yeux de la gouvernante s'embrouillèrent. Eduardo, en présence de tous, remit à Claudia un petit contrat écrit, simple, honnête. Il le prit lui-même dans ses mains et le signa, publiquement. Ce geste, apparemment administratif, valait pour une reconnaissance. La maison ne devint pas un lieu sans cicatrices. Le silence de Béatrice allait demeurer, la colère de Fernanda s'abaissait comme un orage lointain.
Mais la maison, cette fois, avait choisi un cap, le bien-être de la fillette. Les conversations firent place à des moments de partage. On instaura de nouvelles petites règles. Chacun devait respecter l'espace affectif de l'enfant. Les décisions familiales prendraient en compte son intérêt réel. Les objets, les meubles, les tableaux restèrent, mais leur sens s'était déplacé. Le soir, quand tout se tut, Gabrielle resta éveillée un peu plus que d'habitude. La lune posait sur le jardin des traînées argentées. Elle prit la main de Claudia, qui s'était assise près d'elle pour lire une histoire. Dans la voix de la gouvernante, la mélodie de la campagne revenait, discrète, rassurante. La fillette la regarda et, avec la candeur qui naît de la certitude retrouvée, dit très bas « Est-ce que je peux t'appeler maman du cœur ?» Le mot tomba comme une pluie douce. Claudia eut un mouvement, des larmes montèrent, non de triomphe, mais d'une émotion retenue, profonde. Elle effleura la tête de la petite, posa ses doigts dans les cheveux, comme pour y laisser un sceau. « Si tu veux, répondit-elle, si c'est ainsi que tu sens, alors oui. » Eduardo, à quelques pas, écoutait sans faire signe. Son cœur se serra. Il sut, dans cet instant, que son choix avait été le bon. Les jours qui suivirent furent faits d'instants simples. Un biscuit pris sur les genoux, un lait tiède posé sur une table, des oiseaux qui annonçaient le matin, la marche lente sur l'escalier, la comptine fredonnée à la tombée du soir. La gouvernante fut appelée officiellement gouvernante, par contrat. Mais dans la maison, elle avait gagné un nom plus tendre. Les voisins, lentement, reprirent leur voix. Certains vinrent s'excuser, d'autres observèrent de loin. La réputation, jadis la clé des décisions, se transforma en un fait secondaire devant la réalité d'une petite qui retrouvait la vie. Il y eut des moments d'inquiétude encore, des répliques, des regards durs, mais la maison avait une nouvelle ligne de conduite. Eduardo s'avoua à lui-même qu'il avait été lâche au départ, que l'on ne gouverne pas un foyer en négligeant l'évidence de la tendresse. Il se permit maintenant d'être vulnérable, de demander conseil, de laisser la petite le voir pleurer sans honte. Une année passa, lourde et légère à la fois. Gabrielle grandit, sans hâte, comme si la vie avait retrouvé sa respiration. Elle continuait à manger avec goût les biscuits à la cannelle préparés par Claudia, mais elle apprit aussi à offrir, à partager. Elle dessinait encore des mains protectrices, mais maintenant il y avait plusieurs mains dans ces images. Celle de son père, celle de sa grand-mère éteinte dans les disputes, et celle de la femme qui avait repris une place d'amour. Un soir d'automne, la famille s'assit autour de la table. Le jardin, visible par la fenêtre, se fit théâtre d'ombres douces. Les oiseaux se taisaient comme pour laisser parler les humains. Eduardo prit la main de sa fille, puis celle de Claudia, et il sourit, un sourire qui contenait de la reconnaissance, de la fatigue et une certitude nouvelle. La vraie mesure d'une famille n'est pas seulement le sang qui la compose, mais la fidélité à ceux qu'on choisit de protéger. La maison, désormais, ne célébrerait pas la victoire d'une classe sociale. Elle célébrerait la loyauté, la patience et le courage de changer. Et, parfois, quand la nuit tombait, on entendait encore la chanson Semplice que Claudia fredonnait. La mélodie revenait comme un leitmotiv, rappelant à tous la force d'un geste modeste. Un biscuit à la cannelle, un lait tiède, la main qui caresse. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et dites-nous, pour vous, qu'est-ce que famille ?